L'empreinte de l'homme, l'histoire des Français. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19-20. À la une de l'actualité nationale ce soir, le Nord en alerte. La Saône-et-Loire touchée une nouvelle fois par les intempéries. Des orages localement violents, notamment dans la région de Beauvais, routes coupées, coulées de boue. 19 départements sont placés en vigilance orange. À 3 jours de l'euro, la grève à la SNCF a été reconduite malgré un projet d'accord accepté par certains syndicats. La CGT a jusqu'au 14 juin pour donner sa réponse. Le gouvernement dénonce un mouvement incompréhensible et appelle chacun à prendre ses responsabilités. Dans l'actualité régionale, les agriculteurs qui remettent la pression, de nombreuses actions ont eu lieu aujourd'hui en Lorraine. Leur situation est toujours délicate avec des prix du marché toujours insuffisants pour assurer leurs revenus. Les agents de sécurité de plus en plus demandés suite aux attentats de novembre et avec l'état d'urgence, les formations dans le domaine font actuellement le plein. Enfin, conséquence du mauvais temps, les mauvaises herbes et les maladies envahissent les jardins. Reportage au jardin Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy où le travail ne manque pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, retour sur l'épisode orageux qui a traversé la Lorraine cet après-midi. Dans les Vosges, ce sont des trompes d'eau qui se sont abattues. Vous voyez ces images tournées en début d'après-midi à Épinal. Près de Neufchâteau, à Martigny-les-Gerbonvaux, ce sont les 87 écoliers du village qui ont dû être évacués. Un glissement de terrain s'est également produit au Méniltillot, dans le massif. Des entreprises ont également dû fermer leurs portes. En Meurthe-et-Moselle, les pompiers ont dû intervenir une trentaine de fois. Et en Moselle, c'est la foudre qui a frappé une maison d'habitation à Forbach et provoqué un début d'incendie. La carte de vigilance des crues montre encore des cours d'eau à des cotes importantes. Les 4 départements lorrains restent ce soir en vigilance orange en raison des orages. Prudence donc. Les agriculteurs toujours en colère. Plusieurs actions ont à nouveau eu lieu aujourd'hui en Lorraine. Pour beaucoup, la situation financière reste tendue. Dans les Vosges, la FDSEA et les jeunes agriculteurs des Vosges tirent donc à nouveau la sonnette d'alarme. Et pour se faire entendre, ils avaient organisé aujourd'hui une rencontre avec le préfet, Marc Schmitt et David Bailly. À 35 ans, cet agriculteur a investi 850 000 € pour moderniser son exploitation et y installer ses 80 vaches laitières. Mais avec un prix du lait qui a chuté de 25% en un an et demi, les feux sont passés au rouge. Aujourd'hui, sa situation est simple. Il lui manque 30 000 € par an, rien que pour rembourser son crédit. Le gros problème de l'avenir, c'est qu'on n'a pas de solution. Pour l'instant, on travaille au jour le jour. On essaye de résister en attendant une période meilleure, mais aujourd'hui, on est dans le flou complet. On n'aperçoit pas l'issue du tunnel. Pour Julien et tous les agriculteurs en difficulté, notamment les jeunes, les syndicats ont organisé une opération de sensibilisation auprès du préfet et des élus. L'occasion de dénoncer l'overdose administrative et de réclamer des réformes. Notre message, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, plus personne ne peut remplir sa déclaration PAC, plus personne ne sait où il doit mettre les croix parce qu'il ne sait pas où il va. Aujourd'hui, certains exploitants sont dans une telle détresse qu'ils ne croient plus ni à l'administration, ils ne croient plus à ce qu'on peut leur dire en leur disant voilà, il y a telle ou telle chose qui sont mises en place. Donc là aussi, il y a un grand défi à relever. Que l'État prenne ses responsabilités aussi, que l'Europe prenne ses responsabilités et que les industriels enfin prennent leurs responsabilités. En face, le préfet est compréhensif, mais pas décisionnaire. Donc les solutions ne sont pas ici localement, mais voilà, collectivement, il appartient quand même d'essayer de faire remonter ces préoccupations de façon à ce que dans les négociations qui ont lieu, y compris au niveau européen, eh bien, la voix des agriculteurs soit entendue. Du dialogue et de la pédagogie, les agriculteurs ont donc choisi la méthode douce pour refaire parler d'eux. Ils espèrent maintenant voir du changement. 30 ans après, l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz reste toujours sans coupable. Énième épisode dans cette affaire, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Metz se réunissait aujourd'hui pour décider si Henri Leclerc doit être renvoyé ou pas devant les assises aux côtés de Francis Saulme. La décision est attendue pour le 7 juillet prochain. Face au développement des nouvelles technologies et de la cybercriminalité, les pouvoirs publics s'organisent. En France, ils sont 2000 enquêteurs rompus à cet exercice. Leurs missions ont même été étoffées. Reportage au cœur de la cellule NTCH avec Jean Baudin et Bruno Courteau. Il y a l'unité centrale que l'on a saisie à son domicile. Et puis il y a sa mallette avec des DVD à l'intérieur.
Il voulait être motard. À la gendarmerie nationale, il est enquêteur des nouvelles technologies numériques. Une cellule particulière où l'on analyse, décortique, décrypte tout ce qui peut paraître suspect. Une lutte contre les nouvelles formes de criminalité. On va essayer d'apporter aux enquêteurs des éléments de preuve qui vont confirmer leurs hypothèses de travail. Donc dans le cas présent, on est sur une affaire de pédopornographie, donc on se doute que ce qui va intéresser les enquêteurs, c'est avant tout des images et des vidéos qui vont être parlantes dans le cadre des faits. Encore faut-il, dans le cadre de cette affaire, pouvoir démontrer, ou du moins essayer de démontrer que la personne soupçonnée est bien l'utilisateur de la machine qu'on étudie. Une affaire où un individu intéressé par des enfants partage avec d'autres pas moins de 150 000 photos sur son site. Quand on a cette spécialité en gendarmerie, il faut surtout essayer de garder ses distances entre le moment où on est devant les écrans et le moment où on rentre à la maison. Je crois que si on n'arrive pas à faire la part des choses là-dessus, il faut très rapidement passer à autre chose. Un métier pas facile et qui se développe avec les enjeux que représentent les nouvelles technologies. Le patrouilleur du net assure la surveillance du réseau, complète les actions des enquêteurs sur le terrain, participe à la transmission de données. L'état d'urgence nous a permis d'ouvrir à de nouvelles infractions, notamment les infractions pour apologie du terrorisme, pour des actes de racisme, pour de la discrimination, de l'antisémitisme, auxquels nous avons aussi été confrontés sur les supports numériques, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que nous avons été amenés à traiter davantage de dossiers par rapport aux dossiers classiques. Oui, je vous appelle concernant votre affaire de pédo, là. Donc, effectivement, c'était pour vous dire qu'on est bien dans ce que vous recherchiez. Hein. Une cellule N-Tech, la seule au sein du groupement de Meurthe-et-Moselle, qui développe des outils, des logiciels, pour mieux appréhender les situations. Voilà, pour les enquêteurs de la cellule N-Tech, donc. Depuis les attentats de novembre dernier, la demande d'agents de sécurité a considérablement augmenté. Ils seront notamment largement employés lors de l'Euro 2016 de football. Entre 12 et 13 000 seront présents pour assurer la sécurité des stades. De fait, la demande de formation explose. Reportage en Moselle avec Benoît Bourg et Yves Kreidel. Pour le contrôle, je protège, enroulement, hop, je mets en pression et je peux évacuer tranquillement mon individu. Depuis 16 ans, Pascal Lapp enseigne les techniques d'intervention professionnelle aux futurs agents de sécurité. Le cours d'aujourd'hui porte sur les méthodes de dégagement. Ces stagiaires devront les connaître sur le bout des doigts. Pourtant, ils ne pourront les utiliser qu'en dernier recours. Il n'est absolument pas question de se mettre en danger ou de rentrer dans un conflit. C'est pour ça qu'il y a un cours spécifique sur la gestion de conflits où ils apprennent un peu à gérer des situations conflictuelles. Alors, elles peuvent être verbales, elles peuvent être après physiques, quand c'est beaucoup plus dangereux. Hein. Et dans ce cas-là, il faut toujours se mettre dans une situation où on ne se met pas en danger. La majorité de ces stagiaires ira bientôt renforcer les effectifs des entreprises de sécurité en Lorraine et au Benelux. Partout en France, elles étaient quasiment en pénurie d'agents. Les recrutements ont donc augmenté et une nouvelle législation a été nécessaire pour garantir la qualité des enseignements. Maintenant, on va être contrôlé par le ministère de l'Intérieur qui contrôle la première partie les entreprises de sécurité privée et que maintenant, au 1er juillet, vont contrôler les organismes de formation. Donc derrière, on double les effectifs en formation, mais on est aussi, nous, contrôlés, donc on ne peut pas se permettre de pas faire de la qualité. Tout est donc fait pour encadrer au mieux les futurs agents. De 147 heures, la formation de base va bientôt passer à 210. Le nombre de formateurs va lui aussi doubler et après des enquêtes de moralité, des cartes professionnelles seront délivrées. Les demandes de renouvellement seront examinées tous les 5 ans. Clap de fin hier pour la foire de Nancy, l'une des plus importantes du Grand Est. Aujourd'hui, c'était l'heure des bilans avec un large sourire affiché par les organisateurs qui avaient envie de scander « Viva Cuba ». Le pays des cigares, du rhum et de la salsa a rempli la foire cette année. Cuba, effectivement, a plu. Cuba a fait effectivement grimper le nombre d'entrées puisqu'on affiche aujourd'hui plus 7,72%. Ce qui représente 111 180 visiteurs cette année, avec des journées à thème, avec tarification spéciale qui ont bien marché, comme le premier jour à 1 €, où là on a fait plus 20% d'entrée par rapport à l'année dernière. La journée des seniors le lundi qui a fait plus 52%, et puis la journée de la femme le mercredi qui fonctionne toujours très bien, puisqu'avec 16 000 entrées, on a fait plus 3%, mais c'est déjà une journée qui fonctionnait l'année dernière.
Se mettre dans la peau d'un de ses salariés, une expérience pour le moins insolite que mène toute cette semaine le directeur général de l'Office HLM d'Épinal. Claude Nedelec avait déjà vécu l'expérience l'an passé, une sorte de vie ma vie à la faveur de la Semaine nationale des HLM. Marc Schmitt et David Bailly l'ont suivi. Je suis surpris de le voir dans cet accoutrement, mais M. Nedelec n'est autre que le directeur de l'Office public de l'habitat de l'agglomération. Enchanté. Enchanté également. C'est ce qu'on dit. Oui. Mettez les mains dans le cambouis. Il a troqué le costume contre le bleu de travail pour une semaine d'immersion dans son propre office HLM. Et cet après-midi, c'est dans la robinetterie que le directeur général d'Épinal Habitat va mettre les mains. Les interventions se succèdent chez les locataires aux côtés d'Hervé Lusier, plombier de l'office. Le patron se fait assistant, préposé à la lumière notamment. On a rarement des contacts avec le terrain. Donc une semaine par an, je trouve que c'est à la fois peu, mais c'est à la fois beaucoup de voir comment travaillent nos gars sur le terrain. Ne pas se laisser enfermer dans une tour d'ivoire, rester aux prises avec la réalité pour proposer les meilleurs services, une démarche appréciée par Hervé. La réalité du terrain, c'est quand même la meilleure, donc à tout moment, au moins, lorsque le directeur parle de son équipe d'entretien et du bien qu'on envoie derrière les locataires, il sait de quoi il cause, quoi, voilà. Il a une image bien du sujet qu'il développe. Récidiviste, le directeur avait déjà réalisé l'opération avec les gardiens de l'office l'an passé. Une initiative que les salariés ne découvrent à chaque fois que le matin même. Ce matin, lorsqu'on a pris la camionnette avec un employé, il dit je suis un peu paniqué. Je lui dis mais vous en faites pas, je suis pas là pour vous embêter, je suis là pour voir quelque chose. Et puis que vous m'expliquiez certaines choses. Donc à partir de ce moment-là, 1 heure après, ça allait beaucoup mieux. Cette semaine, Claude Nedelec partira également en intervention avec les menuisiers ou les électriciens. Et il a d'ores et déjà prévenu, il devrait remettre cela dès l'année prochaine. Quel avenir pour nos forêts ? L'Institut national de la recherche agronomique vient de publier un rapport sur la question. Les conclusions montrent clairement l'impact des modifications du climat sur la présence des espèces. À l'INRA de Nancy, Laurent Parisot et Yves Kemener. Dans la forêt de Champenoux, Bernd Zeller vient de procéder à des prélèvements. Ce chercheur fait partie de l'équipe qui travaille au quotidien au centre de l'INRA de Nancy pour imaginer les forêts de demain. Des forêts confrontées à plusieurs défis comme le changement climatique. Il y a plein d'autres défis que les gens ne connaissent moins, comme l'augmentation, l'explosion des populations d'ongulés sauvages, le gibier qui mange la forêt, les problèmes liés au changement d'usage des sols ou au changement de pratique, c'est-à-dire le fait que par exemple la forêt recolonise des espaces agricoles aujourd'hui, ou encore les invasions biologiques qui font qu'en permanence on a des arrivées de plantes et surtout d'insectes ou de champignons qui viennent peser sur la forêt en termes de santé par exemple. Le centre Nancy-Lorraine de l'INRA dispose d'équipements comme ce scanner permettant de comprendre les adaptations du bois à son environnement. Autre outil, cette serre où est étudiée la réaction des plantes à des situations de sécheresse. On est confronté à des sécheresses estivales de plus en plus fréquentes, même ici en Lorraine, où on peut supposer qu'il y a beaucoup de pluie, mais non. Tous les étés, depuis 2000 maintenant, c'est une année sécheresse pour les forêts, et donc ça peut causer des dépérissements. Et à l'extérieur, c'est très difficile à contrôler une sécheresse. Donc si vous voulez faire une expérimentation, si vous voulez savoir comment les arbres réagissent, il faut faire ça en serre. Objectif de ces études, identifier les espèces qui pourront le mieux s'adapter aux différentes menaces qui pèsent sur la forêt. Le projet Survivor en est une illustration. 14 types de hêtres venus d'un peu partout en Lorraine ont été privés soit de carbone, soit d'eau. Nous avons constaté quelque chose qui est très visible, c'est que les arbres auxquels on a privé d'eau ont produit des feuilles beaucoup plus petites que les feuilles des arbres bien alimentés en eau. La réduction des feuilles semble être une des stratégies d'adaptation que nos hêtres ont mises en place dans cet essai. Une étude, parmi d'autres, qui permettra de dessiner la forêt de demain. De la pluie en abondance avec alternance de chaud et de froid, rien de tel pour favoriser les mauvaises herbes et le développement des champignons et autres maladies. Vous l'avez peut-être constaté dans vos jardins. Au jardin Jean-Marie Pelt de Villers-lès-Nancy, en tout cas, le phénomène est bien réel. Emmanuel Bouard et Sébastien Roch. Désherbé à la main encore et toujours, Donatien ne fait quasiment que ça depuis un mois, car les fortes précipitations ont favorisé la pousse des mauvaises herbes comme jamais. Nous avons une roseraie qui représente à peu près 1250 pieds de roses, 600 pieds de vivaces.
On le fait à peu près tous les 2 à 3 semaines, mais actuellement on essaye d'espacer que d'une semaine ou 2 semaines du fait des mauvaises conditions climatiques. Il y a plus inquiétant, la rouille fait son apparition dans la roseraie. Ça commence seulement, et vous pouvez voir encore les rosiers à côté sont en très bonne santé encore, mais on commence à avoir des attaques depuis 2-3 jours sur les rosiers. Les plus touchés par la météo mi-pluie mi-chaleur, ce sont les iris. Vous voyez cette espèce de dessèchement là sur la longueur des feuilles, donc ça c'est dû à un champignon, en fait on appelle ça l'hétérosporiose sur les iris. Le problème c'est que ça va aussi affaiblir progressivement la plante et vous voyez du coup elle a tendance à beaucoup moins fleurir. Et alors conséquence aussi de cette année avec ce printemps très pluvieux, c'est qu'en plus d'être affaibli par champignon, vous voyez les fleurs là qui auraient pu être splendides et qui sont littéralement en train de fondre avec cet excès d'humidité. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage parce que vous voyez sur l'ensemble, c'est une collection qui est vraiment intéressante, qui est encore très belle, mais qui pourrait l'être beaucoup plus si on avait des conditions climatiques plus favorables. La vingtaine de jardiniers botanistes ne ménagent pas ses efforts pour protéger les collections du parc, d'autant que ce travail supplémentaire fait prendre du retard aux autres activités, comme les semis ou les boutures. Faire de la couture tisse du lien social et intergénérationnel. C'est ce que dans les Vosges on appelle l'incroyable conjugaison du verbe coudre. Une opération menée par 45 structures du monde médico-social, culturel et associatif. Cette opération s'appelle les vagabondages du troupeau des boîtes à ouvrage. Le reste de l'histoire avec Thierry Pernin et Olivier Bouillon. Alors c'est l'histoire de Janine à l'intérieur. Oui. Brigitte, qu'est-ce que vous faites là? Alors on baptise les boîtes à ouvrage parce que voilà, on en est à 46 avec chacune un prénom et elle raconte à chaque fois l'histoire de quelqu'un. Brigitte est plasticienne textile. C'est elle qui assure la direction artistique des vagabondages du troupeau des boîtes à ouvrage. C'est le résultat d'un travail en même temps collectif et en même temps chacun dans sa bulle un petit peu. Et là, on savait que tout le monde travaillait sur le même sujet, mais là, on a rassemblé tout. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte de tout le travail qui a été fait. 45 structures du département des Vosges, maisons de retraite, centres sociaux et ateliers d'insertion ont participé à la création d'œuvres collectives et d'une 50aine de boîtes. Odile nous parle de la sienne. Cette boîte représente 4 générations. Elle est partie surtout de ma grand-mère qui, il y a très longtemps, m'avait donné les 14 petits bonnets de ses enfants parce qu'elle a eu 14 enfants. Donc ma grand-mère cousait énormément. Donc c'était indéniable qu'il fallait que je fasse une boîte sur ma grand-mère. Jusqu'au 30 juin prochain, le troupeau des boîtes à ouvrage va effectuer une transhumance dans les Vosges avec des baptêmes de couture pour les enfants. Voilà, l'actualité continue sur France 3, la météo, puis l'édition locale de Metz pour toute la Moselle. On se retrouve dans quelques instants pour 7 en Lorraine. À tout de suite. Retrouvez toute votre actualité régionale